Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Nous revoici encore pour continuer la leçon sur la reproduction. Et ceci est la deuxième séquence qui fait suite à la première que nous avons développée sur l'organisation des appareils reproducteurs. Alors maintenant que nous connaissons l'ensemble des organes qui constituent l'appareil reproducteur, et que nous avons dit dans la dernière leçon que les gonades étaient responsables de la production des cellules sexuelles, que l'on appelle la gamétogénèse, et étaient également responsables de l'apparition et de l'entretien des caractères sexuels secondaires. Alors, une partie de ces fonctions attire notre attention, c'est-à-dire la gamétogénèse. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que ces gonades assurent cette gamétogénèse-là. Comment est-ce que la gamétogénèse est effectuée. Alors, au sommaire de cette vidéo, nous allons d'abord voir ce que l'on appelle la méiose. Alors, cette méiose est composée de deux parties, ce qu'on appelle une première étape, qui est la première division de méiose, et une seconde étape, qui est la deuxième division de méiose. Ensuite, après avoir vu cette méiose, nous allons voir la deuxième partie qui porte sur la gamétogénèse. La gamétogénèse, gamète, génèse, formation, donc la formation des gamètes. Et cette formation des gamètes, puisqu'il y a des gamètes sexuels mâles et des gamètes sexuels femelles, donc nous allons d'abord voir la gamétogénèse chez l'homme, que l'on appelle la spermatogénèse, et la gamétogénèse chez la femme, que l'on appelle l'ovogénèse. Et en troisième partie, maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle la folliculogénèse. En fait, la gamétogénèse chez la femme est accompagnée de cette folliculogénèse. Elles se font en même temps. Alors, nous allons voir comment est-ce que les deux se déroulent en même temps et quelles sont les différentes parties qui composent cette folliculogénèse. Et donc, en introduction, il faut savoir que la méiose est un processus de double division cellulaire qui prend place dans les cellules diploïdes de la lignée germinale pour former les gamètes. En fait, c'est des cellules diploïdes. Quand on parle de diploïdes, ça veut dire qu'ils ont deux N chromosomes qui vont se transformer en cellules qui auront que N chromosomes. Et ces cellules qui auront N chromosomes sont appelées des cellules haploïdes. Ceci se passe dans les gonades. Ok? Et cette méiose se déroule en même temps que la gamétogénèse, c'est-à-dire au cours de la gamétogénèse, on verra que la méiose se déroulera en même temps. Alors, c'est quoi la méiose? On l'a déjà défini. Et comment se déroule-t-elle? Alors, la méiose est un ensemble de deux divisions successives qui produisent à partir des cellules germinales qui sont diploïdes, qui ont deux N chromosomes, des cellules haploïdes qui ont N chromosomes. Ces divisions sont une division réductionnelle et une division équationnelle. En fait, la méiose est composée de deux divisions que nous avons citées tout à l'heure, et ces divisions sont une division réductionnelle. Dans réductionnelle, vous avez réduction équationnelle, l'équation où vous comprendrez, arriver à ce niveau-là. Alors, la division réductionnelle est composée de 4 phases. Ces 4 phases sont appelées la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Donc, les 4 phases de la division réductionnelle sont prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Alors, la première est celle que nous voyons ici. Au cours de la prophase 1, ce qui va se passer, c'est un appariement, c'est-à-dire les chromosomes qui se trouvent dans la cellule, qui est diploïde, qui a deux N chromosomes, vont se mettre par paire. Okay? Ce qui nous permet d'avoir cette paire de chromosomes ici, cette paire de chromosomes ici, cette paire de chromosomes ici. Et deuxième événement très important, c'est
la formation du fuseau de division. Donc, au cours de la prophase 1, nous avons deux événements principaux qui sont l'appariement des chromosomes par paire et la formation du fuseau de division. Alors, en métaphase 1, en métaphase, ces chromosomes qui s'étaient formés en paire vont se disposer au niveau de ce qu'on appelle le plan équatorial de la cellule, au milieu. Ok? Tous les chromosomes qui s'étaient mis en paire maintenant viennent se déposer au niveau de ce plan de la cellule. Ok? Et le fuseau maintenant bien formé, ok, de part et d'autre de cette plaque-là. Alors, c'est ça la métaphase 1. Donc, on a la fin de la formation du fuseau de division et on a la disposition des paires de chromosomes au niveau de la plaque équatoriale de la cellule. Alors, au cours de l'anaphase, qui est la troisième phase de la première division de méiose, ici, nous avons maintenant une séparation des paires de chromosomes. Chaque chromosome maintenant va monter au niveau d'un pôle. Ok? Donc, ça, c'est l'événement principal qu'on a au niveau de l'anaphase. Ok? Il y a une séparation des paires de chromosomes et chaque lot de chromosomes maintenant va migrer vers un pôle de la cellule. Et la dernière phase maintenant de la première division de méiose est la télophase 1. Ici, la cellule va se diviser juste au milieu, ok, avec chaque partie ayant la moitié du nombre de chromosomes au départ, ok. Donc là, on va se retrouver avec deux cellules avec une moitié de chromosomes. Mais chaque chromosome ici a deux chromatides, ok. Chaque chromosome ici a deux chromatides. Donc ça, c'est la fin de la première division de méiose. Alors, la deuxième division de méiose, elle aussi est composée de 4 phases. On parle de prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et de télophase 2. Elles vont se dérouler à peu près de la même façon qu'une mitose normale. Ok? Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, en tout cas en prophase 2, la formation du fuseau de division. Hein? Ensuite, les chromosomes vont se disposer au niveau des plaques, hein, des plaques de division, hein, des plaques équatoriales de division. Ça, c'est en métaphase 2. Ensuite, en anaphase 2, là, fondamentalement, les chromosomes maintenant vont se diviser au niveau de leur centromère, c'est-à-dire c'est une sorte de nœud qui réunissait les chromatides. Parce que chaque chromosome ici avait deux chromatides, liés au niveau des centromères. Maintenant, ces centromères vont se diviser à leur milieu, permettant maintenant les chromatides de se séparer. Et chaque lot de chromatides maintenant va migrer vers un pôle. Okay? On aura à la fin des cellules, okay, à N chromosomes, mais avec un seul chromatide. Okay? Et la dernière phase, c'est la télophase 2. Ici, on a les cellules qui vont se diviser à leur milieu, permettant d'obtenir 4 cellules, hein, à N chromosomes avec un seul chromatide. Okay? Donc, voilà, enfin, l'ensemble des divisions de la méiose. Okay? Méiose est composée de 2 divisions principales, ce qu'on appelle la première division de méiose et la deuxième division de méiose. La première division de méiose est composée de 4 phases, la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. La deuxième division de méiose est composée de la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Et nous venons de décrire comment est-ce que chaque phase se déroule. Vous pourrez consulter le cours pour vous rappeler de certains détails. Alors, ça, c'est un schéma, okay, qui fait un peu le bilan de cette division de méiose. Alors, vous pourrez aussi retrouver à l'intérieur ici. Là, vous avez la première division de méiose qui se déroule ici. Hein.
interphase, ça c'est avant la division. La division commence par là, ok, prophase jusque là. Et la deuxième division de méiose, c'est de là à là. Ok, donc c'est un schéma synthétique qui vous permet d'assimiler beaucoup plus rapidement les différentes étapes de la méiose. Après la méiose, maintenant, on aborde un élément ou un événement très important qui se déroule au cours de la méiose, hein, que l'on appelle le brassage chromosomique. Alors, le brassage chromosomique, il faut savoir qu'au cours de la division, il peut y arriver que des chromosomes se croisent au niveau de leur chromatide et au cours de la séparation, qu'ils puissent échanger des éléments, okay, que l'on appelle des allèles. Nous y reviendrons quand on va aborder la génétique et autres là. Okay. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle les brassages chromosomiques. Vous trouverez deux types de brassage chromosomique. Hein? On parle de brassage intrachromosomique et de brassage interchromosomique. Okay? Donc, c'est ce qui est matérialisé au niveau de ces schémas. Okay. Là, au niveau de la DISA, vous l'aviez quand les chromosomes étaient disposés au niveau de la plaque équatoriale de division. Alors, lorsque ces chromosomes devaient se séparer pendant l'anaphase, donc ils ont dû échanger ces parties où les chromatides étaient croisées. Et donc pour que, ici, vous avez vu, ce chromosome va partir avec une partie de l'autre et l'autre, ok, vice versa. Et on va se retrouver ici à la fin de ça. Et c'est cela que l'on appelle un brassage chromosomique. Ça intervient très souvent lors de la prophase et qui est okay, et à la fin on se retrouve avec cette combinaison des chromosomes. Alors, la gamétogenèse. La gamétogenèse qui est la formation des gamètes, la fabrication des gamètes, qui est le mécanisme biologique par lequel les gamètes sont formées dans l'organisme. Donc, elle permet d'obtenir à partir des cellules qui sont diploïdes, deux N chromosomes, des cellules qui sont haploïdes, qui ont N chromosomes. Alors, chez la femme, on parle d'ovogénèse, chez l'homme, on parle de spermatogénèse, parce que les gamètes qui sont fabriqués chez l'homme sont des spermatozoïdes, donc spermatogénèse. Chez la femme, c'est des ovules ou des ovocytes, donc ovogénèse. Alors, la spermatogénèse est composée de 4 phases. Ok? On parle de phase de multiplication, une phase d'accroissement, une phase de maturation et une phase de différenciation. Donc, quatre phases. Multiplication, accroissement, maturation et différenciation. Alors, c'est ce que l'on retrouve sur ce schéma-là qui un peu synthétise ces différentes phases-là. Alors, la phase de multiplication se fait à partir de spermatogonites, en fait, gonies. Les spermatogonites sont des cellules souches germinales, ok, à partir desquelles maintenant, qui vont se diviser par mitose, qui vont tout simplement se diviser par mitose en plusieurs cellules. Alors, il y aura un lot de cellules parmi ces spermatogonies maintenant qui seront réservées, qui vont rester, alors que d'autres vont continuer pour entrer dans la phase d'accroissement. Donc, la phase de multiplication n'est qu'une phase de mitose des spermatogonies. Alors, la phase d'accroissement ici correspond à une augmentation de taille des spermatogonies. Okay? Lorsque les spermatogonies augmentent de taille, on dit qu'on est dans la phase d'accroissement. Et vous voyez ici, elles sont toujours à 2 N chromosomes. Okay? Mais après augmentation de la taille, on ne parle plus de spermatogonie, mais on parle de spermatocyte 1. Okay? Et c'est à partir de là que l'on va voir maintenant la méiose se dérouler au cours de la gamétogenèse, ici, au cours de la spermatogénèse.
Donc, ces spermatocytes 1 vont entrer en première division de méiose, donc pour subir la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Et là, au cours de la maturation, vous avez vu, ce qui était des spermatocytes 1 à deuxième chromosome deviennent maintenant des spermatocytes 1 et 2 plutôt à N chromosomes. Et ces spermatocytes 2 vont aussi entrer dans la deuxième division de méiose pour maintenant devenir des spermatides à N chromosomes. Et ce sont ces spermatides qui vont maintenant subir la différenciation pour devenir des spermatozoïdes. Différenciation, c'est-à-dire les spermatides vont se doter d'une structure qu'on appelle l'acrosome sur leur tête, vont également se doter d'une pièce intermédiaire, d'un flagelle qui leur permettra de pouvoir se déplacer. Alors, ce schéma ici nous montre comment est-ce que la gamétogenèse se déroule, ou à quelle période se déroule la division, les divisions de la méiose au cours de la spermatogenèse. Donc là, vous avez vu qu'on a un spermatocyte 1 qui subit ici la division réductionnelle. Et ensuite, c'est les spermatocytes 2 qui subissent ici la division équationnelle. Alors, donc, spermatocyte 1, vous l'avez là. Donc, c'est à partir de la phase d'accroissement que nous allons avoir la première division de méiose. Et c'est au milieu même de la phase de maturation que l'on va avoir la deuxième division de méiose permettant d'obtenir les spermatides. Et ces spermatides vont subir la différenciation, et différenciation égale acquisition d'un acrosome, d'une pièce intermédiaire et d'un flagelle. Alors, et à la fin de cette gamétogenèse, à la fin de cette spermatogenèse, on se retrouve avec le gamète, c'est-à-dire le spermatozoïde ici, qui est constitué de principalement, on va dire, de 3 parties. La première étant celle-là, que nous appelons ici tête, qui est également appelée soma ou péricardion. La deuxième partie, qui est ici la pièce intermédiaire, ici en jaune, composée qui est très riche en mitochondries. Les mitochondries, vous les connaissez, c'est des organes qui sont responsables un peu de la production d'énergie. Et donc, la deuxième partie ici, ou la troisième plutôt, c'est la queue ou le flagelle, donc qui permet au spermatozoïde de se déplacer grâce à l'énergie ici fournie par la pièce intermédiaire. Donc voilà la structure schématique d'un spermatozoïde. Donc nous venons de finir ici la méiose et la spermatogenèse. Alors nous abordons tout de suite l'ovogenèse. Elle, par contre, n'est pas constituée de 4 parties, mais principalement de 3 parties. La 4e partie étant suspendue à une condition. Vous allez voir. Alors, quand on observe l'ovogenèse ici, on voit également qu'il y a une phase de multiplication. Mais là, à la différence de l'homme, la spermatogenèse chez l'homme intervient ou commence à partir de la puberté. Ici, l'ovogenèse commence à partir de la vie embryonnaire même. Donc, c'est dans le ventre même de sa maman que la petite fille commence à faire la phase de multiplication, c'est-à-dire la mitose des ovogonies. Et ces ovogonies vont commencer, même dans la vie embryonnaire, à subir ce que l'on appelle la phase d'accroissement qui va se terminer à la naissance. Et à la naissance, ici, on se retrouve avec des ovocytes 1, avec 2 N chromosomes, avec un volume beaucoup plus important. Et ces ovocytes 1 vont subir la première division de méiose pour devenir des ovocytes 2, à N chromosomes, avec la libération de ce que l'on appelle un globule polaire, matérialisé ici à
avec un GP. GP1, ça veut dire globule polaire 1. Ok? Et ça, c'est à partir de la puberté que ça se passe. Ok? Donc, à partir de la puberté, vous avez la libération du globule polaire, ok, qui permet d'obtenir l'ovocyte 2. Et cet ovocyte 2 restera un ovocyte 2 s'il n'y a pas fécondation. Il va probablement dégénérer avec les règles qui vont apparaître. S'il y a fécondation, par contre, il y aura libération d'un second globule polaire et la cellule obtenue ici, ok, sera une cellule œuf, c'est-à-dire à l'intérieur vous avez la tête d'un spermatozoïde avec la réunion des deux noyaux qui donne une cellule œuf qui va aller se fixer au niveau de l'utérus de la femme pour permettre le développement d'une grossesse. Alors, voilà ce que l'on obtient après ovogénèse. Le gamète femelle, ici aussi, qui est constitué de cellules folliculaires. Comme nous avons dit, les cellules folliculaires, c'est cette structure que nous avons ici, une couronne de cellules folliculaires. Ensuite, à l'intérieur, nous avons le premier globule polaire. Ça, c'est un ovocyte qui n'est pas fécondé. Le premier globule polaire qui est là. Là, vous avez l'espace péri-ovocytaire, c'est-à-dire qui est à la surface de l'ovocyte, qui est là. Alors, ici, vous avez un noyau en division, le noyau de l'ovocyte, une zone polycyte et des granules corticaux. Alors, une comparaison de l'ovogénèse et de la spermatogénèse nous permet d'obtenir ce tableau. On voit que généralement, on peut dire que voilà, on a 4 parties qui ne sont pas ici, qui ne sont pas forcément présentes chez la femme au cours de l'ovogénèse. Donc, pour la femme, on n'a que 3 parties. Ok? Il y aura 4e partie si fécondation il y a. Ok. Alors, la folliculogénèse se déroule en même temps que l'ovogénèse. Alors, comment se font les deux? Alors, on voit ici que la folliculogénèse est composée également, bon, on va dire, de 4 parties. Ok. Alors, là, on a d'abord que ce que j'avais expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez, on part d'abord ici d'un ovocyte. Cet ovocyte qui est entouré de quelques cellules folliculaires est un ovocyte primordial. Alors, cet ovocyte primordial, avec ces cellules folliculaires vont continuer à se diviser et à entourer l'ovocyte davantage. Et ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle des follicules primaires. Ces follicules primaires également, ces cellules vont continuer à se diviser et à entourer davantage. On se retrouve avec des follicules tertiaires, secondaires, ensuite tertiaires, ensuite mur de Degraaff. Et c'est le mur de Degraaff maintenant qui est là, qui va libérer l'ovocyte après éclatement, ok, et qui va devenir finalement encore jaune. Et au cours du moment que vous avez l'ovocyte à l'intérieur, cet ovocyte va subir les différentes divisions que nous avons énumérées tout à l'heure au cours de l'ovogénèse. Alors, tout est résumé dans ce texte que vous pourrez lire. Alors, nous voici également à la fin de ce cours qui décrit un peu la gamétogénèse, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et cette gamétogénèse chez la femme est nommée la spermatogénèse, et chez l'homme plutôt est nommée la spermatogénèse, et chez la femme l'ovogénèse. Il faut savoir qu'au cours de la spermatogénèse, on retrouve une méiose, et au cours de l'ovogénèse également, il y a la méiose à l'intérieur. À quelle période de la spermatogénèse intervient la méiose? À quelle période
de l'ovogénèse intervient la méiose. C'est des aspects que vous devriez vraiment maîtriser et comprendre. Alors, vous trouverez des QCM à la suite de cette leçon qui vous permettront de maîtriser davantage ce cours. Exercez-vous. D'ici là, bientôt, portez-vous bien.